L'objectif de ce cours est d'alerter sur les complications neurologiques aiguës qui sont encore observées chez les enfants atteints de drépanocytose et leur prise en charge des urgences pédiatriques. Devant tout symptôme neurologique aigu, il faut être extrêmement vigilant. Le trouble neurologique peut être isolé et le motif de consultation aux urgences. On va parler plutôt de trouble neurologique inaugural. Mais parfois, le symptôme neurologique va être secondaire et il va apparaître dans les suites d'une hospitalisation, en général pour une crise vaso-occlusive ou un syndrome thoracique aigu. Les enjeux, c'est la reconnaissance précoce, car il y a un risque de dégradation neurologique très rapide. L'autre enjeu, c'est de prendre en charge cette complication, tenant compte du contexte de drépanocytose sous-jacent. Et je pense que vous le savez, mais la drépanocytose engendre une atteinte vasculaire diffuse avec un défaut de régulation du tonus vasculaire. Et toute modification brutale hémodynamique peut avoir des complications neurologiques. L'autre enjeu, c'est de prendre en charge de façon spécifique avec la transfusion ou les échanges transfusionnels. Il va falloir anticiper cette transfusion parce qu'il faut être rapide. Alors, on va tenir compte du contexte médical en cours. Le trouble neurologique est-il associé à un syndrome infectieux, des troubles hémodynamiques, voire des signes de choc? Et on va penser à la méningite bactérienne. Vous savez que cette pathologie entraîne une susceptibilité aux infections bactériennes. Cette complication est-elle associée à un syndrome anémique aigu qui peut se voir classiquement en cas de séquestration splénique aiguë, voire en cas de primo-infection par le parvovirus B19? Est-ce que cette complication neurologique survient en cours de CVO ou de STA? Et puis, un paramètre clinique qui est important, c'est y a-t-il une hypertension artérielle? Celle-ci peut se voir en cours de CVO, STA. En général, ce sont des formes sévères, et puis peut-être aussi secondaires à une douleur extrêmement forte et aiguë. Bien sûr, connaître le type de drépanocytose du patient, les formes SS, S-bêta-0 sont associées à une hémolyse chronique plus importante. S'il s'agit d'un enfant avec une forme SC, on a classiquement des troubles qui peuvent être liés à l'hyperviscosité. Dans les données importantes à recueillir, y a-t-il un traitement d'intensification en cours, programme transfusionnel, l'enfant vient-il d'être greffé, y a-t-il un traitement par hydroxyurée? Bien sûr, les antécédents neurologiques, dès qu'on peut les avoir, y a-t-il une vasculopathie cérébrale connue, que ce soit des vitesses cérébrales accélérées au Doppler, que ce soit des antécédents d'infarctus artériel cérébral? Y a-t-il une sténose vasculaire cérébrale? Y a-t-il un moya-moya, notion d'anévrisme? Et puis, parfois, les enfants sont peu ou mal suivis. Et bien sûr, c'est un facteur de risque de complications neurologiques aiguës. Alors, quand est-ce qu'il faut suspecter une complication neurologique? Quels sont les symptômes qui doivent vous alerter? Bien entendu, chaque fois qu'il y a un déficit moteur, notamment lorsqu'il est brutal et qu'il est hémicorporel, ça sera à différencier d'une paralysie liée à une douleur intense. Ça peut être un trouble de conscience aiguë. Ça peut être aussi un trouble aigu du langage, que ce soit une aphasie, trouble d'articulation. Ça peut être des convulsions focales ou généralisées qui peuvent même aller jusqu'à l'état de mal convulsif. Ça peut être aussi des symptômes à type d'ataxie aiguë, de vertige, de nystagmus, des troubles visuels. Là, ça peut être, il faut parfois poser des questions. Il peut s'agir d'un flou visuel, voire de cécité corticale. Et puis aussi, c'est à suspecter devant un tableau de céphalée brutale avec vomissement plus ou moins fébrile. Donc, à l'examen clinique, il faudra bien compléter l'examen neurologique avec le score de Glasgow, tonus, force motrice, oculomotricité, marche, et bien prendre la tension artérielle. L'examen à faire en urgence, c'est l'IRM. Il faudra préciser d'utiliser le protocole AVC de l'enfant. Et puis, les complications neurologiques sont potentiellement très graves et il faut être plusieurs à réfléchir. Et donc, il va falloir que vous réfléchissiez, que vous alertiez. On a vu le centre alerte AVC de l'enfant, votre centre régional, alerter le senior qui connaît bien la drépanocytose et alerter le biologiste EFS pour anticiper la commande de sang, puisqu'il va falloir faire une transfusion. En ce qui concerne le bilan biologique, hémogramme réticulocyte, je dirais obligatoire, et vous allez
comparer les valeurs d'hémoglobine, de rétique, de globules blancs de Paquette au taux de base. Alors, n'oubliez pas, faire la recherche d'anticorps irréguliers, de RAI, dès le début de la prise en charge. Si vous prenez du retard là, vous allez prendre du retard pour traiter l'enfant et ça peut être délétère. Donc, dès le premier bilan, faire des RAI et puis vérifier soit cet enfant est connu, qu'il a bien sa carte de groupe sanguin, qu'il a son groupe sanguin là où vous le prenez en charge, le phénotype sanguin étendu disponible. S'il n'est pas connu, allez rechercher les antécédents transfusionnels, les lieux antérieurs de prise en charge. Vous vous mettez en lien avec le biologiste de votre EFS de votre centre qui va faire l'enquête transfusionnelle. Il faut aller vite là encore. Ionocréate CRP, bilan hépatique, les paramètres hémolytiques, avec Billy LDH bien sûr. En cas de fièvre, hémoculture, ECBU, radiographie thoracique. Et puis, vous allez vous poser la question aussi d'une ponction lombaire si vous avez une suspicion de méningite. Attention, en cas de coma fébrile, faire l'imagerie avant l'APL. Parmi les causes à évoquer, on pense bien sûr à l'infarctus artériel cérébral. Et lui, il est classique en cas de vasculopathie des gros troncs artériels cérébraux, cervicaux. Ça peut être des vitesses accélérées, ça peut être une sténose, voire une occlusion. Bien sûr, les enfants qui sont pris en charge depuis la naissance et qui sont surveillés par DTC réguliers, normalement, on doit éviter cette complication. Mais néanmoins, et assez souvent, du coup, si les enfants ne sont pas réellement suivis, cette complication peut être complètement inaugurale, c'est-à-dire l'enfant arrive aux urgences avec des symptômes neurologiques inauguraux. Mais parfois, il y a une vasculopathie qui est connue, mais l'infarctus artériel cérébral va être déclenché par une situation à risque qui est soit une situation d'hypoxie en cas de STA, soit en cas d'anémie aiguë, soit parfois en cas de chirurgie non préparée. Pardon. L'autre cause à évoquer, c'est le PRES syndrome, qui correspond, lui, à un œdème vasogénique cérébral, qui peut se voir surtout dans un contexte d'enfants hospitalisés pour CVO, STA sévère. Très souvent, il y a une douleur associée, une hypertension artérielle. Il y a des médicaments qui sont connus comme étant pourvoyeurs de PRES syndrome, tels que la corticothérapie, la transfusion non contrôlée. Et puis, s'il s'agit d'un enfant qui est dans un contexte post-greffe, il y a des médicaments immunosuppresseurs, la cyclosporine et le tacrolimus, qui, eux aussi, sont connus pour favoriser les PRES syndromes. Vous pouvez aussi observer des complications neurologiques à l'occasion d'hématomes extraduraux. Et là, ce sont des CVO du crâne qui se compliquent d'hématomes juxtacorticales qui peut aller jusqu'à la compression et les symptômes neurologiques. Ensuite, autre étiologie, l'hémorragie cérébrale. Le plus souvent, c'est un tableau neurologique inaugural. Et il peut survenir soit en cas de vasculopathie cérébrale connue, par exemple un enfant qui est en programme transfusionnel mais qui a un moya-moya. Et puis parfois, c'est un enfant qui a un anévrisme mais il n'a pas forcément été vu. Donc, ça peut être une surprise. Et plus particulièrement, l'hémorragie cérébrale se voit chez le grand enfant et l'adolescent. On peut observer aussi des tableaux neurologiques liés à une thrombose veineuse cérébrale. Là, ça peut être soit inaugural, soit en cours de CVO ou de STA sévère. Je parlerai aussi de l'embolie graisseuse cérébrale qui entraîne des troubles neurologiques aigus. Et là, le contexte, c'est vraiment des enfants hospitalisés pour des CVO STA très sévères, en général avec des composantes hémolytiques très importantes, avec associées à une thrombopénie. Et là, la physiopathe, ce sont des emboles graisseux qui proviennent des nécroses médulaires étendues. Et puis, je citerai aussi la possibilité de tableau neurologique lié à une dissection des artères cérébrales. Alors, comment le prendre en charge? Il y a tout d'abord la prise en charge non spécifique, enfin pas particulière à la drépanocytose. Vous alertez ceux qui connaissaient, c'est-à-dire le centre alerte AVC régional. D'emblée, prévenir les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Donc, contrôle de l'attention, contrôle de l'oxygénation, lutter contre l'hypercapnie, contre l'hypocapnie, corriger l'anémie avec une transfusion,
contrôler l'hyperthermie. Et puis après, il y a des choses qui sont spécifiques au contexte de drépanocytose. Et vous allez alerter le seigneur drépanocytose, bien sûr, et alerter le biologiste pour la commande de sang. Globalement, on peut aller parfois vers des transfusions simples d'emblée. C'est beaucoup plus rapide. On va faire une transfusion de 10 ml par kilo, mais on peut le faire si le taux d'hémoglobine est globalement entre 7,5 et 8 grammes par décilitre. Lorsque le taux d'hémoglobine est, on va dire, supérieur à 8 grammes par décilitre, on va d'emblée procéder à un échange transfusionnel en urgence. Et puis très souvent, quand on fait une transfusion simple chez un enfant, on va compléter ensuite par un échange transfusionnel. Et puis là, je voudrais juste vous parler de la prise en charge spécifique qui va dépendre du type de complications neurologiques. Donc, juste reprendre les étiologies. Le PRES syndrome, tableau clinique, céphalée brutale, convulsions, troubles visuels. Ça peut aller quand même jusqu'au coma. Le contexte associé, hypertension, douleur. Et au plan radiologique, les anomalies, elles prédominent dans la substance blanche et elles sont localisées de façon préférentielle en postérieur. Mais ça peut être des lésions beaucoup plus diffuses au niveau frontal, au niveau du cervelet. Et elles apparaissent sous forme d'un hyposignal en T1, d'un hypersignal T2 flair. En cas de PRES syndrome, il va falloir veiller à un contrôle strict de la tension artérielle, en général par l'utilisation d'inhibiteurs calciques en IV continu. L'hématome extradural, qui correspond donc à un hématome sous-cortical lié à une crise vaso-occlusive de l'os, ou quand il y a une hémorragie cérébrale, donc intraparenchymateuse, le tableau clinique, c'est peut-être, ce qui est assez évocateur, céphalée, convulsion focale généralisée, avec un déficit moteur qui, lui, sera plus secondaire. Au niveau de l'imagerie, on va mettre en évidence le saignement, qu'il soit extra ou intraparenchymateux. Et à l'IRM, c'est un hyposignal en écho de gradient. Sur un scanner, on peut mettre en évidence l'hématome et il va apparaître sous forme d'une hyperdensité au scanner. Les particularités, c'est que là, il faut prendre un avis neurochirurgical parce qu'il peut y avoir une indication de dérivation de ponction d'hématome. La thrombose veineuse cérébrale, on a assez souvent un tableau de céphalée brutale, parfois progressive, et ça peut aller jusqu'à une hypertension intracrânienne. On peut observer un déficit moteur qui peut être transitoire, voire qui peut être à bascule. Au plan radiologique, le scanner peut apporter s'il est fait avec une injection. Voilà. Et puis au niveau IRM, c'est parfois difficile, mais on va pouvoir faire le diagnostic si les séquences d'angio-veineuses sont associées à l'IRM. Donc bien préciser chaque fois que vous demandez une IRM devant un trouble neurologique, protocole AVC pour que toutes les séquences soient faites. Là, en cas de thrombose veineuse cérébrale, on va discuter un bilan à la recherche d'un facteur thrombophilique. Et puis, le traitement va comporter une anticoagulation curative par héparine. L'infarctus artériel cérébral ischémique, la symptomatologie, c'est un trouble moteur brutal, trouble de conscience, convulsion. Les anomalies radiologiques à l'IRM ont un territoire artériel et elles sont visibles sous forme d'un œdème en séquence de diffusion. Il n'y a pas de choses particulières à faire, si ce n'est évidemment la transfusion. Voilà, et je voulais finir par évoquer aussi les complications ORL, en particulier les vertiges ou les surdités que l'on peut observer chez les patients atteints de drépanocytose, mais je vous demande d'en référer à un protocole de prise en charge qui provient des adultes et voilà, qui peut vous être très utile. Globalement, pour vous aider, en cas de vertige aigu, il y a des signes qui sont en faveur d'une origine ORL. Il faut les rechercher, tels que les acouphènes. L'hypoacousie qui est à rechercher systématiquement. Rechercher un facteur déclenchant aggravant extra-ORL. Ça peut être une hyperviscosité sanguine avec un taux d'hémoglobine supérieur à 10-11 grammes par décilitre. Ou ça peut aussi se voir en cas d'aggravation de l'anémie, moins de 2 grammes par décilitre, et par rapport au taux habituel. Alors, il y a des traitements qui ne sont pas recommandés dans le contexte de la drépanocytose, tels que le régime des sodés, les corticoïdes, les diurétiques, Diamox.
Les adultes vont mettre en place une hydratation, une oxygénothérapie, du tanganil. Et puis, selon le taux d'hémoglobine, on peut discuter une saignée de 7 millilitres par kilo, compensée par du sérum salé isotonique. Et on va le proposer si le taux d'hémoglobine est plutôt élevé, supérieur à 10-11 grammes par décilitre. Donc, vous pouvez le faire en fait en cas de complications aiguës, de vertige aigu. Vous pouvez même le refaire une nouvelle saignée le lendemain. S'il y a des signes de gravité, tels qu'une surdité brusque ou un vertige résistant au traitement habituel, à ce moment-là, on va proposer soit une transfusion, soit un échange transfusionnel en fonction du taux d'hémoglobine. Dès lors que votre patient a comme symptôme un vertige, il va falloir demander un avis ORL dès que possible. Il faut rechercher systématiquement des troubles auditifs associés, une hypoacousie. Donc, il va falloir faire un audiogramme avec impédance-métrie. Elle doit être systématique après tout vertige et le plus rapidement possible. D'autres examens qui peuvent être conseillés par les médecins ORL. Et puis, il y a parfois des vertiges qui correspondent, qui ont une origine neurologique. Et à ce moment-là, il faut penser à l'origine neurologique dès lors que le vertige est associé à des céphalées, des troubles visuels et puis bien sûr des signes de localisation. Et à la prise en charge, c'est ce que je vous ai déjà dit, protocole infarctus artériel cérébral, IRM, ARM. Si c'est négatif, discuter des explorations ORL plus approfondies. Et puis, on va discuter l'échange transfusionnel en urgence. Et puis, il y a aussi, dans certains cas, des patients qui ont une surdité brusque. Elle peut être isolée ou associée à un vertige. Il faut la rechercher devant tout vertige parce qu'il y a un traitement qui doit être réalisé en urgence pour permettre une récupération de l'audition. Et là, ça va passer par une corticothérapie, des échanges transfusionnels ou des saignées.